comme ça. Même les Russes, quand ils l'ont mis, l'autre l'a mis au pouvoir, comme ça, Boris Yeltsin l'a mis au pouvoir. Boris Yeltsin. Alors, beaucoup de Russes ont critiqué, ils ont dit, mais lui, là, qui le connaît? Mais aujourd'hui, il a redonné une dignité à la Russie. Il a redonné la dignité au peuple russe. Moi, quand j'arrivais, excuse-moi mon frère, parce que quand j'arrivais en Italie, oui. J'étais d'abord en Italie avant de venir en Suisse, quand j'arrivais en Italie dans les années 90, mais les Russes, c'était des gens qui étaient dans la rue, ils vendaient leurs biens comme ça, à tort et à travers. Partout en Europe, oui. Ils étaient très pauvres. Il n'y avait pas le pain, on faisait le rang pour acheter même du sucre ou avoir de quoi manger là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, le peuple russe, mais c'est pas possible. On parle des oligarques russes, des gens qui viennent acheter des villes en France, des quartiers partout. Aujourd'hui, là, qui ont des yachts partout dans le monde. Mais il a redonné la dignité au peuple russe. Il a réouvert les fabriques, les gens ont commencé à travailler. Mais voilà des patriotes. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, parmi les Ivoiriens, il y a des patriotes. Il y a des gens même qui sont prêts à gouverner la Côte d'Ivoire. Que ce soit au PDCI, que ce soit au PPATI, que ce soit même à l'université, même tu peux trouver un jeune, tu sais, qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Il y en a. Parce que les gens ont pris conscience. Et les gens sont aujourd'hui, et il y a des intellectuels partout. Pourquoi, quand tout à l'heure tu parlais de Ake Ongo, pourquoi Alassane bloque le salaire d'Ake Ongo depuis longtemps? Parce que les gens reconnaissent en lui un intellectuel. Ils ont demandé est-ce qu'il vient travailler avec eux depuis longtemps. Le gars a refusé. C'est quelqu'un qui est un patriote, parce qu'il ne peut pas accepter de travailler avec des gens qui sont en train de faire mourir le peuple. Ouais. Il a refusé. Des brigands. Parce que s'il va travailler avec des gens comme ça, quel programme il va mettre sur pied? Lui, il va vouloir mettre des programmes pour pouvoir arranger le pays, mais si on leur dit de faire de n'importe quoi, comment tu fais pour travailler avec des gens comme ça? Est-ce que vous avez confiance en Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé, je ne peux pas avoir confiance en Charles Blé Goudé. Je sais que c'est un jeune qui a fait un travail aussi aux côtés de Babo Laurent, tout et tout, mais je ne peux pas avoir confiance en lui. Parce que moi, j'ai un principe. Quand on est avec un leader, on est avec le leader jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que il y a des moments où le leader peut avoir peut-être fait de mauvais choix ou bien avoir fait un truc, mais il reste le leader. Il reste le leader. Et on peut avoir des conseillers pour dire, ah, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Mais lorsque, à un certain moment, on pense que déjà on est arrivé à un stade, on peut aussi devenir président. Mon ami, on ne devient pas président comme ça. Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a le niveau requis, intellectuel, politique? Il était derrière Gbagbo. Voilà. Il y avait l'armée de Gbagbo qui le protégeait, donc il pouvait faire des manifestations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut réunir les hommes qu'il réunissait en 2002, 2003, on va dire, voilà, 2005 jusqu'à 2010? Voilà. Mais si tu as vraiment compris ma pensée. Parce que être avec un leader, c'est-à-dire que quand tu es avec le leader, il faut te dire qu'il y a le nom du leader même qui te donne un certain pouvoir. Parce que quand tu arrives et que tu parles au nom du leader, on dit, ah, c'est le fils de Babo qui est arrivé. Et ceux qui te reçoivent, qui sont en train de crier autour de toi, ils crient autour de toi parce que tu es venu au nom du leader. Mais maintenant, là, il faut aller à ton propre nom. Est-ce que tu vas... Mamadou Koulibaly a quitté Babo Laurent. Il a fait un parti politique. Mais il a pu réunir comme un Ivoirien aujourd'hui. C'est ce que je disais. Il est plus intellectuel que politique, par exemple. C'est ce que j'ai dit un peu à l'entame. Voilà. Voilà, tout à l'heure, même quand tu as dit ça, j'étais d'accord parce que j'étais à l'écoute. Quand tu as dit, ouais, il est plus intellectuel, la personne n'avait pas compris. Parce que les gens, quand tu as dit intellectuel, la personne a dit, ouais, que oui, mais c'est ce qu'on veut, c'est un intellectuel, on veut, pour diriger le pays. Mais la personne n'a pas compris ta pensée. Il est plus intellectuel que politique. Voilà, il parle bien, mais il n'a personne derrière. Il n'a pas assez de personnes derrière lui. Voilà. Dans les partis les plus reculés du pays, par exemple. C'est ça. Donc, ce sont des choses, les gens doivent avoir un peu de retenue parce que quand on parle des Ivoiriens, ils peuvent dire non, les Ivoiriens sont trop lassistes, ils laissent faire, par-ci, par-là. Mais quand on a à la tête d'un pays des gens qui ont façonné une armée qui est déjà là seulement pour tirer sur le peuple. Mais comment ce peuple-là peut sortir? Comment ce peuple-là peut sortir? Parce que l'armée, c'est une institution qui est là pour défendre d'abord le peuple.
défendre d'abord même les institutions de l'État. Mais les institutions de l'État même n'existent plus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne parle même plus de la Cour constitutionnelle. Bon, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Et puis, je vais pouvoir faire mon commentaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 6 avril 2022. Voilà, excusez-moi. Mais simplement, j'ai écouté ça hier ou avant-hier là, chez le frère Kofi, dans son émission qu'il fait sur sa chaîne. Et c'est triste. C'est très triste. C'est triste. Ah oui. Vous savez, ce monsieur qui parlait là, longuement, hein, c'est lui que j'ai capté, mais il y en a plein. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que le frère Kofi, Isaac Kofi, il a fait cette émission-là en parlant, en mettant en actualité, en fait, les soutiens de Guillaume Soro qui ont manifesté le 2 avril à Bruxelles, voilà, pour soutenir Guillaume Soro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé, notamment des dames, pour soutenir monsieur le professeur Mamadou Koulibaly. Voilà. Et pourquoi je dis que c'est triste? Mais simplement parce que, en fait, on est en 2022, voilà. Nous sommes en 2022, nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes plus au 20e siècle. Et voilà des Ivoiriens qui débattent entre eux et qui ne prennent pas comme adversaire la France. Ou du moins qu'ils ne mettent pas ça en avant. Alors que c'est ce qu'il faut mettre en avant en permanence. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que au Mali, c'est la France qui est l'adversaire à faire partir. Voyez-vous? Et donc, quand je dis c'est triste, c'est surtout des gens qui vivent à l'étranger, des Ivoiriens qui vivent à l'étranger, et qui, comme ce monsieur-là qui vit en Suisse, et quand il s'exprime, au lieu de parler de la France, que de la France, que de la France, eh bien non, il va parler de... En plus, il est en contradiction, parce qu'il dit que quand on va à l'université, dans les facs là-bas à Abidjan, on peut trouver des jeunes gens très motivés, qui peuvent occuper le poste de président. Voilà. Il dit comme ça. Puis il y a des gens, il dit qu'il y a des gens très qualifiés et tout ça, hein, notamment l'ancien premier ministre de M. Gbagbo, un professeur d'économie très qualifié. Donc il les cite. Mais dès qu'on parle de le professeur Mamadou Koulibaly, ah là non. C'est terrible, hein? Alors qu'en réalité, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, en 2022, c'est-à-dire au 21e siècle, pour nous débarrasser de la France, en Côte d'Ivoire, hein, j'entends bien, mais c'est monsieur, d'abord, Mamadou Koulibaly. Il a l'expérience, il a des écrits. Bon, je reviendrai sur son voyage au Mali, hein, parce que moi je suis un partisan de ce monsieur, et je dis, quand tu regardes la classe politique ivoirienne, eh ben, il n'y a pas photo, il les dévance tous. Mais il y a de la mauvaise foi, et puis il y a aussi, attention, le problème c'est qu'Houphouët-Boigny a instauré cette espèce de clanisme, cette espèce de ethnie, hein, gouvernée par l'ethnie, et puis, comment dire, tribalisme, enfin voilà. Mais Oufou, il l'a fait quand même pas à une dose, parce que celui qui a battu le record, c'est M. Alassane Ouattara. Hein, il est au pouvoir depuis 2011, donc ça fait combien? Ça fait 11 ans. Et il a battu tous les records hein, de tous ses prédécesseurs. Houphouët-Boigny, après il y a eu qui? Henri Konan Bédié, après il y a eu qui? L'expérience du général Robert Gueye, et maintenant l'expérience du président Laurent Gbagbo. Bon, eh ben c'est simple. Moi, comme je dis toujours, j'aime bien les comparatifs. Il faut prendre les gouvernements de ces présidents-là. Chaque président, vous prenez le gouvernement, les membres de son gouvernement, vous prenez. Et puis vous regardez les noms, hein, et puis les postes que les gens occupent. Hein. Quand vous voyez les noms, et puis je dis quelles sont leurs ethnies, par exemple, voilà, vous listez tout. Et puis quels sont les postes qu'ils occupent. Vous voyez. Donc, là, ce que je constate, hein, en regardant l'émission de Isaac Kofi, c'est que Isaac Kofi lui-même, il est aussi dans des contradictions. C'est-à-dire, tantôt il va soutenir, tantôt il va revenir en arrière. Alors que non, il faut rester, comment dire, faut suivre une ligne droite. Tu vois? C'est important, sinon c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que lui, par exemple, je suis sûr qu'il est convaincu qu'il faut soutenir Guillaume Soro, parce que ce qui est important, c'est de faire partir M. Ouattara. Et je me dis, mais arrivé à ce niveau-là, et puis vous n'avez pas encore compris que Guillaume Soro, c'est un soldat de la France-Afrique, je ne comprends pas. Je suis sidéré. Franchement, on est en 2022, et tu vois qu'on tourne en rond, voire même on fait marche arrière. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Guillaume Soro est un soldat de la France-Afrique. Il est là, la France, elle le garde au cas où, mais vraiment une éventualité qui est mince. Hein. Et ça, il faut le savoir. Je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, et donc voilà. Quand tu regardes là, on est en avril 2022, et puis tu vois ces genres de discussions, quand tu te dis, mais putain, mais les mecs, ils tournent en rond. Hein. Voilà. Et puis, ceux qui en veulent à mort à monsieur, comment dire, Mamadou Koulibaly, parce qu'ils estiment qu'il n'est pas resté loyal avec le président Laurent Gbagbo, alors que, moi, c'est toujours pareil, c'est à mon bon sens, hein, parce que je vous dis, je ne les connais pas, je les connais simplement comme homme public, que ce soit monsieur, comment dire, Mamadou Koulibaly ou monsieur Laurent Gbagbo.
Mais seulement, je fais lever mon intellect. Je me dis quoi? Je me dis, mais écoutez, vous allez constater, parce que j'écoute leurs discours hein, et puis leurs interviews, vous allez constater que le président Laurent Gbagbo voulu demander de dire du bien ou du mal, ça c'est humain, hein, de tous ses collaborateurs, c'est tous ceux qui ont travaillé avec lui quand il a eu le pouvoir hein, pendant 10 ans. Hein, il va prendre chaque personne individuellement et puis dire voilà, voilà celui-là son point fort, voilà son point faible. Et vous allez voir que le président Laurent Gbagbo, il ne va pas dire du mal de monsieur, comment dire, Mamadou Koulibaly. C'est ça qui est paradoxal. Donc, ces gens-là qui soutiennent le président Gbagbo, ils ont un problème. Et c'est ça qui fait qu'on est en retard, parce que c'est quand même extraordinaire. Comprenez bien, hein? Regardez toutes les interviews du président Laurent Gbagbo, et vous allez me dire, moi je veux qu'on m'envoie des commentaires, et même envoyez-moi les liens, où le président Gbagbo, il parle mal de Mamadou Koulibaly. Dites-moi. Et c'est ça que je trouve ça extravagant, enfin je trouve que c'est étrange. C'est étrange parce que je dis, vous soutenez le président Gbagbo. Et le président Gbagbo, il se trouve que lui, il n'est pas hostile à Mamadou Koulibaly. Or, vous êtes hostile à Mamadou Koulibaly. Donc, vous avez un problème. Et il y en a beaucoup d'Ivoiriens comme ça. Beaucoup d'Ivoiriens. Et eux, très souvent, je vais vous dire, bon, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je vais le redire encore. Je crois que le problème en Côte d'Ivoire, c'est que, vous savez, moi, quand j'étais petit, hein, faut vider les sacs, là, on va casser les propos. À un moment donné, il faut se dire les choses. Et moi, je suis partisan pour qu'on fasse la transparence. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils cachent ça. Alors que c'est l'inconscient. Et puis ça finit pas. Comme la vérité, elle finit par triompher parce que tu peux pas mentir comme ça indéfiniment. En fait, quand moi j'étais petit, on considérait moins les gens du Burkina Faso, comme on dit des voltaïques, les gens du Mali, voilà, du Sénégal, ouais. En Côte d'Ivoire, qui est-ce qu'on avait comme considération? Peut-être les Camerounais, peut-être les Gabonais, peut-être. Je dis peut-être parce que je n'ai pas trop le souvenir. Oui, mais le souvenir que je garde, je sais que ce qui n'était pas considéré, c'était Mali, Burkina Faso, voltaïque. C'est impressionnant. Et du coup, il y en a qui n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes. En apparence, ils veulent essayer de donner, en apparence, faire croire qu'ils sont panafricains, alors que pas du tout. Ils sont ivoiriens. Ah là là. Moi, je veux bien, mais là, vous allez où avec ça? Voilà, c'est ça. Bouillard! Non, mais il faut arrêter à un moment donné. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, mais il faut avancer et puis il faut chercher à comprendre. Mais ils ne veulent pas comprendre, hein, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et je dis que, dites-moi, je répète encore, parce que je dis, moi, si le président Gbagbo parlait mal de Mamadou Koulibaly, je dis, bon, je trouve une certaine cohérence, puisque lui, il est le leader, il parle mal de ce monsieur, et puis ceux qui le suivent parlent mal. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui qui est leader, lui qui est la personne concernée, que eux-mêmes ils soutiennent, hein, lui, il parle jamais du mal de Mamadou Koulibaly. Et eux, donc, en fait, leur problème, c'est que Mamadou Koulibaly est Dioula. Voilà leur problème. Mais oui, mais moi, j'ai compris ça depuis très longtemps, parce que entre Ivoiriens, on peut se parler, hein. Et la différence, c'est qu'eux, ils ne vont pas vouloir dire la vérité. C'est ça qui est fatigant. Alors que moi, je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils lui reprochent réellement. Mais ils ne vont pas tout dire. Parce que, pourquoi je parle de contradiction? C'est la contradiction, c'est qu'il va dire, quand tu vas à l'université d'Abidjan, tu vas voir des jeunes gens qui sont très bons, très patriotes, qui vont pouvoir occuper le poste de président. D'accord? Mais M. Mamadou Koulibaly, il est patriote. Donc c'est quoi le problème? Et puis, non mais, alors, les bras m'en tombent parce que je dis, mais c'est incroyable que les mois passent, les années passent, et les mecs, ils ne bougeront pas. Bon, j'espère que cette vidéo-là, où j'ai dit que quelqu'un m'amène une interview du président Gbagbo qui parle mal de Mamadou Koulibaly. Et là, je vais pouvoir faire de la balance. Pour l'instant, comme je n'ai pas ça, je ne fais pas de balance. Je dis que simplement, ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. Ils sont malhonnêtes, mais profondément malhonnêtes intellectuellement. Et j'en connais, hein, même. Je connais des frères ivoiriens, je connais, comme ça. Et puis j'ai pris mes distances avec eux. Je vous le dis, voilà. Je ne dirai pas les noms pour ne pas les froisser, voilà. Mais j'ai pris parce que je dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité-là, hein, c'est pas possible. Surtout circonstances aggravantes quand on vit en Occident. On ne prend pas des leçons. Qu'est-ce qui est important? C'est pas il est Dioula, c'est pas il est Baoulé, il est Bété, il est Gouro, il est Wobé, il est Guéré, il est quoi Agni, il est Apollo, il est quoi encore hein, Adjoukrou, il est quoi encore? J'en passe avec toutes les ethnies, une soixantaine en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est de défendre la nation, c'est de défendre la patrie, et c'est surtout de voir la compétence des personnes par rapport à leur expérience. Vous comprenez? Au lieu de primer ça, ils sont dans une espèce de... Oui, moi je suis un homme de l'Ouest, donc je vais soutenir M. Gbagbo Laurent, il est de l'Ouest. Moi je suis un homme du centre, je vais soutenir M. Konan Bédi, il est du centre. Je suis du Nord, je vais soutenir Alassane Ouattara. Mais n'importe quoi. C'est impressionnant. Et je suis content parce que je vous dis, dans cette émission-là, je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez vous aller regarder hein, Isaac Kofi, sa chaîne, c'est sa dernière émission là. Vous allez voir. Il y a des gens hein, qui appellent, aussi bien des hommes que des femmes,
surtout des jeunes femmes qui appelaient, qui disent, mais non, mais le professeur Mamadou Coulibaly, c'est lui qu'il nous faut aujourd'hui. Et ils ont gardé une rancune vis-à-vis de lui parce qu'ils auraient voulu qu'il reste indéfiniment avec M. Laurent Gbagbo. Oh, j'ai dit, mais ils ont des raisons. En plus, eux, ils se connaissent mieux. C'est-à-dire que ce soit M. le professeur Mamadou Coulibaly et M. Gbagbo, ils se connaissent très bien. Enfin, que nous autres, on les observe là, on n'en sait pas grand-chose. Voilà, on essaie d'analyser. Mais moi, comme je dis toujours que je me veux, comment dire, pragmatique et puis surtout bon sens, le bon sens, j'ai dit, pourquoi j'ai jamais vu d'interview de monsieur là. Je me répète encore, mais parce que je trouve que, pourquoi ces gens-là ne font pas cet effort intellectuellement? Mais c'est parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce que c'est grave, on perd du temps, alors qu'on devrait avancer. Vous voyez, au lieu de dire que c'est la France qui décide de tout, eh ben non. Alors, ils ont compris ça, mais ils n'acceptent pas cette idée. Ce qu'ils acceptent simplement, c'est de dire que voilà, moi je voudrais que le président Gbagbo prenne sa revanche parce qu'ils l'ont invincé. Mais le président Gbagbo, il est dépassé par les événements. Hein. Ça, il faut le savoir. Ah bah oui, je vais vous le dire. J'ai fait mon classement, je le répète tout le temps. J'ai dit, aujourd'hui, en 2022, ce qu'il nous faut hein, pour affronter la France, en premier, c'est Mamadou Coulibaly, que vous le vouliez ou non. Parce que ceux qui sont de mauvaise foi, on ne peut rien. Bah oui, désespérés. Et puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein? Assimi Goïta. Voilà. Et puis ceux qui sont de bonne foi, on va pouvoir échanger, on pourra avancer. Numéro 1, donc, M. Mamadou Coulibaly, contre la France, pour faire partie de la France. Numéro 2, Charles Blé Goudé, le jeune frère Charles Blé Goudé. Oui. Et puis en plus, là dans l'émission, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Isaac Kofi lui-même pose la question à la personne avec qui il échange, en disant, qu'est-ce que vous pensez de Charles Blé Goudé? Et lui, il dit, oui, mais Charles Blé Goudé, il a fait défection au président Gbagbo et tout ça. Et donc, voilà. Et puis, il y en a un autre encore, monsieur qui a appelé. Et le monsieur a bien parlé parce que Isaac Kofi dit, c'est Alassane Ouattara qui bloque son passeport. Le monsieur dit, non, c'est la France. Vous voyez. Et j'étais content parce que moi, j'ai essayé d'appeler une ou deux fois et puis il n'a jamais décroché. Bon, c'est là dit quand je vous dis, j'ai l'occasion de faire mes vidéos. Donc, voilà, ça me va. Si je ne faisais pas des vidéos, j'allais avoir une frustration. Mais là, le fait que je fasse mes vidéos, voilà, je peux donner mon point de vue. Voilà, mon point de vue, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, c'est la France qui fait la pluie et le beau temps. Et c'est regrettable de le rappeler encore là. On est en 2022. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as compris, mais il faut pouvoir maintenant passer à autre chose. Enfin, voilà, accélérer le mouvement. Or là, non. Ils ont un réflexe, un fait de tribalisme qui fait que je suis Gouraud. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis Tagbana. Je suis, vous savez, une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, ils se réfugient. Bon, heureusement que ce n'est pas une grosse majorité. Hein. Il y a que, voilà. Moi, je crois que il y a des gens, comme on dit, qui ne s'expriment pas, mais pourtant qui vont avoir ces réactions intelligentes de dire que non, ce qui va primer, c'est le mec qui est prêt pour la patrie, pour défendre la patrie, pour défendre les intérêts de tous les Ivoiriens, pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, pour défendre les intérêts du peuple. Je dis que le président Gbagbo, il est dépassé. Pourquoi? Parce que je lui demande deux choses. Il y en a plusieurs, hein, mais je vais prendre deux aujourd'hui. Je pose des questions d'abord. Pourquoi le président Gbagbo, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais daigné donner une interview à Afrique Média? Or, ce média-là, hein, cette chaîne-là panafricaine, l'a défendu pendant des années quand il était à la CPI. Voilà. Donc, la moindre des choses, c'est qu'il leur accorde une interview. Pourquoi il refuse d'accorder une interview? Pourquoi il les méprise à ce point-là? Pourquoi il leur tourne le dos? Les partisans du président Laurent Gbagbo, répondez-moi par, comment on appelle, des commentaires, s'il vous plaît. Vous faites des vidéos. Premier point. Deuxième point, c'est une honte hein, d'aller avoir des contacts avec M. Ouattara alors que le préalable, c'était de faire libérer d'abord tous les gens qui sont en prison, qui sont détenus de manière arbitraire, c'est-à-dire les prisonniers politiques. C'était une priorité absolue. Et comment ça se fait que le président Gbagbo n'a pas fait ce préalable-là? Alors que nous autres, à notre petit niveau, je vous dis, moi, quand j'assiste à des instances, mais même les collègues ont fini par me reconnaître. Des fois même, je dirais, ils me disent, mais t'as pas de déclaration préalable? Je fais une déclaration préalable, je dis, bon voilà, on veut ça en préalable, avant de démarrer là. Sinon, suspension de séance. Vous voyez, mais c'est des minimums. Les mecs, ils maîtrisent même pas ça et puis ils font le malin. C'est fatigant. Enfin bon, bref. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est des minimums. Il doit avoir une exigence de dire que, écoutez, moi, la CPI n'a rien à signaler sur mon dossier. Et, ils m'ont, voilà, hein, ils m'ont libéré. Voilà. Je suis resté 10 ans quand même. Donc, détention arbitraire. Hein, c'est-à-dire une accusation fausse. Bon, évidemment, j'ai déjà dit, hein, c'est un procès politique. Là encore, pareil, il y a des gens, quand tu leur dis procès politique depuis des années, ils ne sont pas convaincus de ça. Je me rappelle, j'avais déjà avec des Ivoiriens qui ont échangé, puis ils disaient, non, on va aller jusqu'au bout. Mais au bout de quoi? C'est un procès politique, donc je parle au bout. Là, je vais vous dire, à l'époque, avant qu'on coupe ma chaîne, j'avais rappelé à l'époque, j'ai dit, bon voilà. Il y a l'expérience et la jurisprudence hein, de maître Jacques Vergès. L'avocat Jacques Vergès, quand il était vivant, il était jeune avocat. Il a défendu le FLN en Algérie. Et qu'est-ce qu'il a fait comme, stratégie? Il a fait ce qu'il a appelé lui-même, hein, qualifié stratégie de la rupture. C'est-à-dire qu'il a dit,
le pouvoir colonial de la France accusait les dirigeants de la FLN, et que par conséquent, c'était un procès politique. Et donc, il dit rupture. Voilà. On peut pas, tu peux faire du judiciaire quand il s'agit du judiciaire, mais tu ne peux pas faire du judiciaire quand c'est une question politique. Là, c'est ce qui s'est passé pour le président Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, hein, et puis Mme Simone Gbagbo. Tous ces gens-là, c'est politique. Donc, on va faire de la politique. Et donc, Maître Jacques Verzès, le génie qu'il était au niveau de sa pratique en tant qu'avocat, et en plus, il était jeune, hein, parce qu'après, il est devenu, il a eu de la notoriété, mais ça, c'est en Algérie, il était jeune avocat. Voilà, déjà, très brillant. Il a dit rupture. Voilà. Hein, on fait une rupture. Parce que là, c'est un procès politique. Et donc, moi, je me rappelle, je vous dis, je suis intervenu, je ne sais plus si c'était en 2018, oui, ça doit être en 2018. Les amis du Gbagbo, ils avaient organisé une conférence, hein, où ils avaient invité Feu Mattei, le journaliste Mattei, et puis Abiba Touré. Voilà, c'était du côté de la place d'Italie, à Paris, dans le 13e. Il y en a qui vont s'en souvenir. Vous savez quoi? Quand j'ai pris la parole, j'ai dit quoi? J'ai dit, écoutez, déjà, je ne comprends pas pourquoi le président Gbagbo, quand il s'est exprimé à la CPI, pourquoi il ne parle pas BT? Pourquoi il ne parle pas la langue ivoirienne? Pourquoi il parle le français? Voilà. Déjà, il y a plein de gens dans la salle, ils se perdent. Mais bon, ça, je parle gratuit. Allez, parce que j'ai déjà parlé dans des vidéos passées. Donc, je veux dire, donc, notre problème, c'est ça. C'est qu'au lieu de dire, bon, le frère, là, il a du génie, il a quelque chose que moi, j'ai pas, je vais l'aider, puis on va avancer tous. Parce une fois qu'on a gagné, on a tous gagné. Eh bien non, c'est pas comme ça. Ils sont jaloux. C'est pour ça que j'ai regardé. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et accessoirement, encore, j'ajoute la zone des jaloux. Et ça, on peut s'en débarrasser, hein, pourvu qu'on le veuille. C'est une question de volonté simple. Vous voyez? Je dis que là, au lieu d'être les premiers depuis des décennies, hein, on doit être les derniers là-dedans. Parce que quand on sera les derniers, alors là, on sera les premiers maintenant pour affronter, hein, les autres là qui nous piétinent, qui nous utilisent comme des serpillères. Voilà. Ils nous utilisent comme des serpillères parce qu'on est les premiers dans ça. Voilà. On est les premiers en aliénation, on est les premiers en complexe et on est les premiers en corruption. Et puis aussi on est les premiers en jalousie. Voilà. Entre nous. Voilà. N'importe quoi. Au lieu d'attaquer la France en permanence, parce qu'au Mali, c'est ce qu'ils font. Hein. Vous n'avez pas compris ça encore? Et puis là, on dit, oui, il a quitté Gbagbo alors qu'il faut rester derrière son mentor et machin. Mais dites-moi, là aussi pareil. Charles Blé Goudé, à chaque fois qu'on l'interroge, il dit que jamais il va aller affronter le président Gbagbo. Jamais. Dites-moi, ramenez-moi une image où Charles Blé Goudé a dit que je vais aller affronter le président Gbagbo. Mais le simple fait qu'il veuille s'émanciper, eux disent non, condamné à mort. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements minables là? Ah, c'est incroyable, hein? Ils sont trop légers, moi, voilà, c'est ce que je constate. Oui. Puis là, on veut essayer de dire qu'on est panafricain, alors que pas du tout. Ah ben oui, parce que, vous savez, quand tu dis que tu es panafricain, mais on va te laisser parler pendant quelques temps, et puis on va choper très vite, hein, si tu es panafricain, ou si tu es plutôt pour dire non, non, je suis ivoirien, non, non, je suis camerounais, non, non, je suis togolais, non, non, je suis gabonais, non, non, n'importe quoi. Mais oui, parce que, je me rappelle, même Kofi, quand il parlait tout à l'heure, il parlait aussi de Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, quand il fait des vidéos, voilà, les gens qui sont au village n'entendent pas et tout ça. Et puis il dit, certes, il a une conseillère, comment elle appelle ça, Madame Niamb, Nathalie Yamb, voilà, excusez-moi. Mais c'est des gens très brillants, et que moi, quand on est panafricain, on fait abstraction du fait qu'elle est à ses origines camerounaises. Non. Ce que je dis, j'ai un vrai panafricain, c'est qu'un Camerounais peut venir travailler en Côte d'Ivoire et puis prendre un mandat, et puis vice-versa. Et puis aussi, dans tous les pays d'Afrique, c'est ça le panafricanisme. Et non pas vous, vous êtes là, une espèce de panafricanisme comme ça, comment dire ça, Guillaume Soro, il est panafricain pessimiste. Voilà, il a dit ça dans une interview. Il n'a pas dit que c'est lui, moi j'ai dit que c'est lui, il parle de lui, parce qu'il voulait dire, il dit qu'il y a des panafricains pessimistes. Je dis, mais c'est la première fois que j'en pense ça. Pour moi, tous les panafricains sont optimistes. Mais bien entendu, sinon le combat n'aura pas de sens. Ouais, mais parce qu'ils sont dans le mensonge, c'est pour ça que tu les rattrapes très vite. Hein. Ah bah oui, quelqu'un qui est dans la vérité, tu ne pourras pas le choper parce qu'il est dans la vérité, parce qu'il va rester fidèle à son propos tout le temps. Tu le réveilles même à 1h du matin. Tandis que celui qui est dans le mensonge, tu vas le choper très vite parce qu'il dit des trucs, tout est son contraire, et puis il ne peut pas tenir à long. Mais heureusement que la nature est faite comme ça. Hein. N'importe quoi, franchement. Vous voyez, donc là, quand même quelques notes pour ne pas oublier. On voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a les immeubles qui s'écroulent. Semaine après semaine, pour ne même pas dire jour après jour, des immeubles. Et principalement dans les grandes villes, et puis surtout à Abidjan, la capitale. Des immeubles comme ça qui s'écroulent, 4-5 étages. Et il n'y a aucune démission. C'est-à-dire que c'est l'impunité totale. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce pays? Parce qu'un immeuble qui s'écroule, bon, d'abord, quand il y a vie humaine, c'est circonstances aggravantes. Même quand il y a bien matériel, mais il faut faire attention, parce que bien matériel, je veux dire qu'il y a des gens qui ont travaillé toute une vie et puis ils ont investi. Donc, c'est n'importe quoi. Et donc, je dis, premier responsable, c'est M. Alassane Ouattara. Il est président du pays et je suis désolé. En tant que président, tu dois donner l'exemple. C'est-à-dire qu'aucune impunité. Oh là,
ce monsieur, comme il est dans un coup d'état permanent, ben oui, tout simplement. Là aussi, c'est un truc qui m'est venu il y a quelques temps, hein, il y a 1 mois ou 2. Voilà. Parce que je dis, il a été mis là par l'armée française. Donc, lui, en ce qui le concerne, il faut dire que ce monsieur, tant qu'il est au pouvoir, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, il est dans un coup d'état permanent. Voilà. Une bonne qualification, ça. Puis ceux qui font le malin, prenez de la graine. Ah, c'est fatigant. Enfin, bon, bref. Je poursuis. Maintenant, je dis, lui, il est responsable direct. Et puis, il y a les responsabilités indirectes. Mais ce sont des gens comme Konan Bédié, ce sont des gens comme le président Laurent Gbagbo. Ben oui. Parce que, en réalité, j'ai déjà soumis, je fais des suggestions, hein, des propositions, en disant que les deux personnalités-là, compte tenu de leur notoriété, compte tenu de leurs expériences, hein, ils tiennent une conférence de presse, ils vont faire partie le plus tôt la France, et M. Ouattara par voie de conséquence. Oh là non. Et puis il y a des gens qui le connaissent, enfin qui les connaissent, et j'ai dit, mais diffusez mes vidéos. Mais non, ils s'en gardent. Mais parce que, voilà, on est dans la marmaille à l'ivoirienne. Et puis, après, ce qui me fait rire, moi, ça me fait rire, entre guillemets, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est pas drôle. Il y a des gens qui meurent. C'est très grave. Il y a des gens qui souffrent. C'est très grave. Hein? C'est ça. Et donc, quand ils regardent le Mali, tu sais, ils se mettent à rêver. Tout ça. Alors que le Mali, ils ont détecté qui est l'ennemi. Ah, en Côte d'Ivoire, en fait, on sait que c'est la France, mais on ne va pas parler de la France, on va parler de la Ouattara. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous n'attaquez pas à celui qui est le responsable, alors qu'Alassane Ouattara, il n'est simplement qu'un lampiste, il est simplement qu'un employé. Mais ça aussi, je vous dis, quand les gens vivent là-bas, je comprends qu'ils puissent avoir peur pour s'exprimer. Je comprends. Ça, alors là, j'ai rien à dire, puisque moi-même, je vis en France. Mais en revanche, tous les frères ivoiriens, hein, ou les frères africains qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Russie, qui encore que je ne cite pas, en Italie, en Belgique, vous voyez tous les pays là, hors de l'Afrique, en Occident surtout, où là ils ont l'expérience démocratique. J'ai dit, mais je ne comprends pas que quand ils s'expriment, au lieu d'attaquer la France qui a confisqué notre liberté, la France a confisqué la liberté de tous ces pays-là, la zone française, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Elle a confisqué. Et confisquer, le mot n'est pas difficile à comprendre quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle a décidé depuis des décennies de dire que nous, on n'a pas le droit de citer, c'est elle qui va décider la pluie et le beau temps. Je parle tout le temps en français terre à terre. Là. Non, je veux dire, mais je ne comprends pas que ces gens-là, voilà, ils font le malin en apparence, mais quand tu creuses un peu, tu vois qu'ils sont légers. Mais bien entendu, ils sont légers. Parce que là, il faut aller à l'essentiel, et puis on va gagner beaucoup de temps, parce qu'on a compris. J'ai dit, mais quand on a compris, pourquoi on perd du temps? Voilà. C'est ça, c'est quelque chose que je me demande toujours. Hein. Alors, si vous n'avez pas compris maintenant, soyez honnête. Il dit, bon, ça, j'ai pas compris, donc expliquez-moi. Voilà. Puis vous pouvez suivre des vidéos, des conférences, des interviews, tout ça, puis vous prenez des notes. Mais non, ils viennent là, ils parlent, et puis ils ne savent pas où ils en sont, ils disent tout et son contraire. Puis on cache qu'on en veuille à M. Charles Blé-Goudé, qu'on en veuille au professeur Mamadou Koulibaly. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein? Allez-y. Regardez ma vidéo là, et puis les questions que j'ai posées, répondez. Voilà, donc vous êtes ridicule, et puis vous perdez le temps. Ah là 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 là. Donc, l'écroulement des immeubles, je tiens pour responsable, hein, M. Ouattara en premier avec ses ministres, là, Premier ministre, ministre de l'urbanisme, ministre de la construction, tous ces gens-là qui sont normalement les personnes qui sont à des postes importants, des postes de responsabilité. Donc on est dans l'impunité. Et puis, le problème, il est quoi? Là où c'est grave, c'est qu'on s'habitue à ces phénomènes-là. Mais c'est très très grave. S'habituer, les immeubles tombent. Enfin, je dirais même qu'à la limite, quand il y a les routes là qui ne sont pas bien faites, à la limite, bon, encore que c'est très dangereux, mais je dis par là que, bon, mais les immeubles qui tombent, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucune sanction. Aucune. Mais ça veut dire que simplement, ça va recommencer. C'est clair. Mais bien entendu. Mais c'est naturel, ça aussi, la réaction de chacun. Quand je fais jouer mon bon sens. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait offense et qu'il s'excuse et vous sentez qu'il est honnête, mais ça veut dire qu'il ne va pas recommencer. Tandis que s'il refuse de s'excuser ou s'il fait semblant de s'excuser, mais il est amené à faire ça en permanence. Et ça, c'est la loi du genre. Voilà, c'est tout à fait naturel. Donc, les immeubles qui tombent et puis il n'y a pas de sanction, mais ça va continuer. Et donc, je dis que je tiens pour responsable indirectement M. Ouattara, M. Gbagbo et M. Konan Bédié, sachant que les responsables directs, c'est ceux qui ont le pouvoir actuellement depuis 11 ans. En l'occurrence, M. Alassane Ouattara et tous ceux qui le soutiennent. Vous vous rendez compte? Et Mme Poulcheri Balé, coup de chapeau à cette grande dame, qui, avec son association, milite partout pour la vie chère, entre autres. Mais là, voilà, elle va dans tous les marchés là pour parler de la vie chère. C'est-à-dire les produits sont chers au marché et tout. Le coût de la vie, voilà. Alors que les gens n'ont pas d'augmentation de leur salaire. Et même encore pire, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnalités dont les salaires sont gelés. Alors, il y en a qui sont encore en prison, j'ai dénoncé ça tout à l'heure, mais le professeur Ngbo, là, qui était Premier ministre de Gbagbo, je crois que ça doit être le dernier Premier ministre d'ailleurs. Mais comment vous pouvez comprendre que ça fait depuis 2011 que ce monsieur n'a pas son salaire? Qu'est-ce qui explique ça?
Et bien simplement, M. Ouattara, il fait ce qu'il veut. Parce que la France a décidé, et donc lui, il fait quelque chose. Des fois même, la France demande de lui, même 4, Gouachou. C'est ça qui est grave. Et donc je dis que, là, le fait que M. Bédier, M. Gbagbo, le fait qu'il compose avec ça, je dis, mais non, mais vous êtes responsable aussi. Il ne faut pas tourner autour du pot. La vérité et la justice, il n'y a que ça pour nous libérer. Voilà. Il n'y a pas autre chose. N'importe quoi, mon Dieu. Hein? Ensuite, hein? En revanche, j'ai noté que les prix sont bas au Mali. Ben oui. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que on a affaire à des gens sérieux. Voilà. On a affaire à des gens qui sont des vrais patriotes et qui ont compris qui est l'ennemi, qui est l'adversaire à faire partir. Voilà. Et donc, ils vont gagner du temps. Ils sont en train de gagner du temps, d'ailleurs. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Au Mali, avec les sanctions, les produits sont moins chers au marché. Et j'ai appris même qu'ils disent que voilà, il y a un numéro vert, je sais pas. Tu téléphones dès qu'il y a un commerçant qui veut augmenter. Et puis tout de suite, il y a des agents qui viennent pour donner la sanction. Ça tombe tout de suite. Mais on peut faire pareil en Côte d'Ivoire. Et puis paradoxalement, c'est Alassane Ouattara en tête pour donner des sanctions au Mali. Or là, les Maliens, le Premier ministre Choguel Maïga d'ailleurs, il dit que les produits sont moins chers sur les marchés au Mali qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Vous vous rendez compte des gens ridicules et qui sont là juste pour faire le sale boulot pour la France. C'est quelle honte. Mais quand je dis honte, le mot est faible. Surtout les gens qui les soutiennent. Les gens qui soutiennent Alassane Ouattara, les gens qui soutiennent Macky Sall, les gens qui soutiennent Paul Biya. Je cite toujours les gens qui soutiennent Patrice Talon au Bénin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout quand ces gens habitent en Occident. Je ne comprends pas. Ils sont aliénés. Bon, mais encore, là, c'est désespéré. Hein. Ah bah oui. Non, parce qu'ils n'ont il n'y a aucune excuse. Hein. Il n'y a aucune excuse. Vous voyez? Et après, voilà, j'ai parlé du cas du frère Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est la France qui ne veut pas qu'il rentre parce que, vous imaginez, là aussi pareil, il ne veut pas le reconnaître. En réalité, il a une chance, c'est quoi? C'est son âge. Alors que le président Gbagbo, il a 77 ans. Donc vous comprenez, ça se voit qu'il n'a plus le dynamisme qu'il avait il y a 30-40 ans. C'est naturel, voilà. Maintenant, c'est Charles Blé Goudé qu'il faut plutôt soutenir. Et j'ai dit, moi, en premier, le président Mamadou Coulibaly. Et en deuxième, Charles Blé Goudé. Et en troisième, Mme Simone Gbagbo. C'est une patriote. Voilà. Puis le président Gbagbo, je le mets qu'en quatrième. Et quand je le mets en quatrième, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui est malhonnête. C'est pas quelqu'un qui est, comment dire, cupide. Voilà. C'est pour ça que je lui accorde du crédit. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'entourer. Voilà. Or, c'est très important. Monsieur Alassane Ouattara, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il sait s'entourer. Et même, il badine même pas. Donc, voilà, quand ton voisin fait quelque chose, mais fais comme lui, en fait, pas au sens de tuer les gens, ça, je suis d'accord avec vous, non, je ne prends pas ça. Moi, je dis la vie humaine est sacrée, donc vous comprenez ce que je veux dire, je parle simplement au niveau de la compétence et puis faire le boulot. Mais sinon, là où il y a des limites entre la philosophie de vie de M. Ouattara, c'est tuer des gens comme ça, on coupe la tête du petit Kofi pour se maintenir au pouvoir. Ça, on ne va jamais l'oublier, on va saluer toujours sa mémoire, et puis ces gens-là doivent répondre tôt ou tard. C'est clair? Ah oui, on est d'accord, Bon, donc, je parle de la démission de la classe politique ivoirienne face à M. Ouattara. Un peu comme un frère camerounais, là, sur Afrique Média, qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très bien comme qualificatif, l'expression qu'il a utilisée. Il a dit, en fait, M. Ouattara a domestiqué la classe politique ivoirienne. C'est clair et net. Une fois quand il a dit ça, quand j'ai dit, mais il a tellement raison. Il a tellement raison, mais c'est clair. Puisque quand il lui dit ça, il a observé, il a constaté, et puis là, on en a l'illustration. Mais oui, parce que M. Ouattara est tellement à l'aise que il fait le calendrier. Il dit, voilà, tel jour j'ai besoin de vous, vous venez en réunion. Ils viennent là, ils se réunissent avec lui. Et puis après, il dit, bon, mais je vais réfléchir. Suivant mon humeur, si je suis gentil, je vais essayer de libérer. On verra. Hein, mais toujours est-il que son souhait, c'est que les pauvres gens là, militaires, qui sont très qualifiés, qui sont des patriotes, ils vont mourir en prison. Vous vous rendez compte? Et puis là, M. Gbagbo, avec tous ces gens qui l'entourent, là, ils font avec. Et ce que je tiens à préciser, parce que ça, je suis convaincu de ça, je dis qu'en fait, le président Gbagbo lui-même, il n'a rien contre Blé Goudé, à vrai dire. Mais par contre, ceux qui sont autour de lui, là, mais ils sont jaloux de Blé Goudé parce que l'énergie que Blé Goudé a, ils l'ont pas. Ils savent très bien. Donc là, le fait que Blé Goudé soit ici, ils sont contents. C'est ça, en fait. Il faut bien comprendre. Hein. Attention, je dis que la France refuse que Charles Blé Goudé rentre. M. Ouattara vient qu'en second. Mais juste après M. Ouattara, même peut-être avant même M. Ouattara, il y a les gens qui sont autour de M. Gbagbo. Il y a certaines personnes autour de M. Gbagbo qui ne veulent pas que Charles Blé Goudé rentre parce qu'il va leur faire de l'ombre. Moi, concours de vérité et de justice. Voilà, c'est ma religion. Et puis transparence absolue. Comme ça, tout le monde est gagnant. Et non pas dans les combines, là, des malhonnêtes comme ça. C'est fatigant. Oh là là, vous vous rendez compte, les années avant, c'est que vous êtes là, hein, à penser qu'à vos petites chapelles, là, et puis à rêver de dire, bon, moi, mon tour viendra où je vais pouvoir occuper le poste de secrétaire d'État ou ministre, machin. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et après ça, ils disent qu'ils font de la politique, alors que non, vous êtes dans la marmaille. Et donc, je vais citer quelques noms là pour avancer. Ma belle histoire queuse,
qui vient de rencontrer à nouveau M. Ouattara. Alors que Mablis Touakeul, quand je demande à Guillaume Soro de vider son sac, c'est pareil pour M. Mablis Touakeul. À la rigueur, je cite souvent Guillaume Soro parce que Soro, lui, il est beaucoup plus, comment dire, insolent, il est beaucoup plus irrespectueux, il est irrévérencieux. Enfin, voilà. Alors qu'il est le plus jeune de tout ce monde-là qui a soutenu Ouattara. Donc je dis, ferme-la, tu as du sang sous les mains. Et puis d'ailleurs, les autres, ils n'ont pas fait des bouquins, des livres pour écrire comme quoi ils étaient chefs de rebelles. Oh, lui, il l'a fait. Donc c'est pour ça que je dis, mais Guillaume Soro fait le même livre pour dire qu'aujourd'hui, tu te bats pour qu'on quitte la France-Afrique. Mais incapable, impossible. Oui, parce que, comme beaucoup de ses partisans savent, il dit, oui, mais il a signé son arrêt de mort. Ah bon? Mais donc, lui, quand les autres meurent, c'est normal. Et lui, non. Et comme a dit un des gens qui appelait aussi le frère Kofi, il a dit que si tu n'es pas prêt pour le sacrifice, va faire autre chose. Alors que Guillaume Soro n'est pas prêt du tout pour le sacrifice. Hein. Ah oui, il veut sacrifier les autres, mais pas lui. Et puis quand je l'écoute des fois dans des interviews où il parlait de capitaine Thomas Sankara, j'étais choqué. Ah oui, j'étais stupéfait. Oui, oui, mais pourquoi? Parce que lui, il est ami avec Blaise Compaoré, donc tout s'explique. Voilà, voilà. Il est ami avec Blaise Compaoré, donc on peut comprendre que quand il parle de capitaine Thomas Sankara, eh il est dans cette espèce de, même parfois même dire que lui aussi, d'une certaine façon, la rébellion qui mène en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Toi, tu es un soldat de la France-Afrique, les Français t'ont mis là pour faire le sale boulot, et puis maintenant, ferme-la, rase les murs définitivement. Oh là là là, et puis les gens qui le soutiennent. Ah mais, c'est dingue, hein, c'est dingue. Donc, je cite qui encore? Kagame, voilà. Kagame, elle a rêvé toute son enfance d'être ministre. Il est ministre maintenant, et ministre de quoi? Ministre de la réconciliation. Elle est où la réconciliation? Donc, voilà quelqu'un, il n'est pas le seul, malheureusement, qui est payé gratos. Voilà. Voilà, M. Ouattara lui retourne la monnaie parce qu'il a pu l'aider voilà, hein, à monter au pouvoir. C'est-à-dire que Guillaume Soro a aidé M. Ouattara pour la première fois, son premier mandat. Et puis maintenant, c'est Kakabe qui aide M. Ouattara pour son troisième mandat. Là. Vous vous rendez compte une certaine classe politique ivoirienne. Ils ne font même pas de la politique. C'est que des cupides. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a qui encore? Afinguessan. Voilà. Lui... Bon, sans commentaire, le président Gbagbo, le fait qu'il ait changé, là, il a fait un coup de maître, là, le président Gbagbo, le fait qu'il a dit, bon, FPI, c'est une enveloppe vide, et puis créer son parti PPACI, là, voilà. Ça, c'est un coup de maître. Ah oui. Maintenant, je dis, le problème pour lui, c'est ceux qui l'entourent. Parce qu'en plus, ça fait longtemps, il a été victime de ça. Mais là, il ne change pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a encore? À Montano. Voilà, tout ce beau monde-là, voilà, ils sont encore repartis pour travailler avec M. Ouattara. Qui encore? Jean-Louis Billon. Voilà, il était là au gala organisé par Mme Ouattara. Voilà. Donc, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas les Ivoiriens. Hein. Ce qui les intéresse, c'est leur business. Ce qui les intéresse, c'est la cupidité, c'est leur confort de vie. C'est ça qui les intéresse. Et ça, il faut le dire en permanence. Voilà. Parce que je dis toujours que, surtout par exemple, M. Billon, c'est un homme d'affaires, il paraît que c'est un des hommes même les plus riches de Côte d'Ivoire. Mais reste dans ton business là-bas, viens pas faire de la politique. Et là, dans ce cas-là, moi, je n'aurais rien à dire. Voilà. Si tu étais un homme d'affaires qui vient au gala de Madame Truc, simplement, j'ai rien à dire. Ce qui me gêne, c'est que tu dis que tu fais de la politique. Et même tu prétends même pouvoir occuper le poste de président à l'avenir en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me dérange. Et même le mot est faible. Parce que je dis, ces gars-là, lui et puis d'autres aussi, ils vont prendre la place de M. Ouattara pour faire pire que M. Ouattara. Déjà, même le fait de faire la même chose que M. Ouattara, déjà, pour moi, c'est circonstance aggravante. Donc, je ne peux que dire pire. Pourquoi? Parce que, quel est l'intérêt? On veut évoluer. Mais quand je dis évoluer, c'est dans le sens de faire de manière à ce que le peuple ivoirien retrouve ses richesses, hein, que l'Ivoirien soit respecté, que l'Africain soit respecté. Alors que ces gens-là, ils vont prendre la place pour continuer à faire le sale boulot. Hein, être les soldats de la France-Afrique. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. C'est tout. N'importe quoi. Donc, je disais que les Ivoiriens ont hérité du tribalisme, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de Houphouët-Boigny, mais Houphouët-Boigny l'a fait quand même à une petite dose, parce que lui, à son époque, c'était plutôt le faire venir tous les Africains. Alors, il était panafricain d'une certaine façon, mais sauf qu'il était panafricain, mais panafricanisme peureux. Voilà, là, par contre, moi, je le dis. Ouais. Houphouët-Boigny, c'était un panafricanisme peureux. Hein, parce que lui, il a dit, quand les Kwame Nkrumah, quand les Ahmed Sékou Touré, quand les Modibo Keïta disaient qu'on va faire les États-Unis d'Afrique, lui dit non, moi je la fais mais dans mon petit pays. Et du coup, il a fait le boulot pour la France et la France est toute contente. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu lui as permis, quand vous allez regarder le gouvernement d'Houphouët-Boigny à l'époque, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont d'origine sénégalaise, d'origine béninoise, d'origine Burkina Faso, ex-Volta, d'origine malienne, toutes les origines. Voilà. Bon, ça c'est... Mais attendez, moi je garde le souvenir quand j'étais beaucoup plus jeune, mais dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny, parce que je vous dis, moi, la fuite politique, je l'ai depuis tout petit. Donc, d'ailleurs, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand j'étais petit, à l'école primaire, je connaissais déjà le nom de tous les ministres d'Houphouët-Boigny. Voilà. Là, je le sais. Le souvenir que je garde, je vais vous dire. En tant que ministre, je me rappelle, c'était l'enseignement technique, Ange-François Barry Battesti. Ça va parler à des gens qui ont la même génération que moi. Et bien, ce gars-là, c'est un quoi? C'est un Corse.
à la rigueur, ou peut-être un Italien, par son nom. Voilà. Ange François Barry Battesti, il était ministre hein, de l'enseignement technique. Voilà. Dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Bon, vous me direz, il y a des gens qui sont même dans l'ombre, que c'est des Français qui décidaient de tout. Voilà. Donc, ça, c'est incroyable. Bon, c'est une époque, on va dire. Mais ce qui est douloureux, ce qui est difficile à supporter, c'est le fait qu'il y en a qui veulent perpétuer ça. C'est là donc le combat que nous menons, nous les panafricains. C'est de dire, mais écoutez, on a compris, on a suffisamment de recul, on va en finir avec tout ça, parce que qu'est-ce que ça donne hein? La facture, le bilan. C'est quoi le bilan hein? Le bilan, c'est que, en fait, il y a des jeunes Ivoiriens qu'on retrouve en Ukraine. Il y a des jeunes Ivoiriens qui meurent dans la Méditerranée. Hein? Il y a des Ivoiriens qui dorment dans les cimetières au XXIe siècle. Non, mais non d'une... Non, excusez-moi. Non, mais c'est pas possible. Mais ce que je dis là, c'est d'une banalité affligeante. Et je dis, mais j'aurais tellement voulu qu'on parle d'autre chose. Mais quand tu regardes les émissions, parce que lui, il est beaucoup plus suivi que moi. Hein. Et encore une fois, quand je dis ça, attention, je ne suis pas dans la jalousie. Ça ne m'intéresse pas la jalousie. Moi, je suis plutôt, je vous dis, de toute façon, ceux qui sont honnêtes vont reconnaître. Moi, je dis toujours, un frère, il fait un truc. Je dis, même Isaac, je le dis deux fois. Je dis qu'il fait un boulot qui est énorme. Mais simplement, il est dans une espèce de contradiction comme ça parce qu'il n'est pas panafricain. Si on fait des concours, il y a des gens qui se disent panafricains. J'ai dit, on va vite détecter que non, parce qu'un panafricain, il y a des préalables, il y a des bases que tu n'as pas. Alors arrête, tu as le droit, mais dis pas parce que tu induis les gens en erreur. N'importe quoi. Il n'y a pas que lui, hein. Ils sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, ou dans les autres pays. Vous voyez. Donc, je dis, en revanche, hein, M. Ouattara a battu tous les records. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Eh oui, il faut regarder son gouvernement et puis il faut regarder les dirigeants des différentes sociétés et tout ça. D'ailleurs, j'hésite parce que j'ai envie de faire, je ne sais pas. Le cas de Didier Drogba, là. Ouais. C'est parce que, vous savez, moi j'aime bien parler de l'actualité. Donc, Didier Drogba, le fait qu'il ait du mal à avoir le poste de président de la fédération, là, je me demande, et donc comme lui il soutient Ouattara, donc c'est pour ça que ça fait longtemps que j'en parle. Mais sinon, il y a longtemps que j'avais traité le sujet. Eh oui, parce que j'ai une petite idée là-dessus. Enfin bon, bref, on verra. Alors, hein, donc on vérifie les membres de son gouvernement et puis on vérifie les grandes sociétés en Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui sont nommés là-bas? Voilà. Tribalisme, mais lui il a battu tous les records, c'est ça qui n'est pas normal. Contrairement à M. Mamadou Koulibaly, M. Koulibaly n'a pas cet esprit-là. Hein. Non, c'est un panafricain très convaincu. Et lui, s'il devait être président de la Côte d'Ivoire, il va faire que privilégier la compétence, c'est-à-dire que les gens sont à leur bonne place, et non pas parce que tu es Djoula ou parce que tu es Baoulé. Non. Ce qui va être prioritaire, c'est est-ce que tu as la capacité de tenir le poste pour que tout le monde soit gagnant, parce que tu es là au service du public, tu es là au service du peuple. Voilà, c'est ça dont il s'agit. N'importe quoi. Hein? Voilà, je termine là ma vidéo d'aujourd'hui, et puis je dis, au lieu de s'attaquer à la France, en 2022, on continue la chamaillerie habituelle entre Africains, entre Ivoiriens, alors que c'est la France qui fait la pluie et le beau temps dans la zone France CFA. Qu'est-ce que vous voulez vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et s'il n'est pas avoir compris ça, je dis on perd son temps, et puis nous on n'a pas le temps. Assimi Goïta. Voilà. Bouya! Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt. Vous me retrouvez donc sur Facebook, sur Twitter, VK et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, merci bien. À très bientôt.